Zantier. Salut, bienvenue dans le tout nouveau podcast que j'ai appelé Zantier. Zantier, c'est un mot tiré du Hausa qui signifie parler ou encore échanger. Moi, c'est Islaman. Dans ce podcast, on pose la fada avec des jeunes et même des moins jeunes pour parler des sujets d'actualité, de culture, des faits de société, bref, des choses qui nous concernent tous, directement ou indirectement. Les gens que je vais rencontrer ne sont pas forcément des experts. Ce qui est certain, ce sont des personnes extraordinaires qui parleront avec leur cœur d'expériences vécues et bien d'autres. Pour ce premier numéro, celle qui m'a ouvert les portes de sa vie, si vous ne la connaissez pas, il est temps d'aller googler le nom Oumou Kane. Elle est communicatrice, mais aujourd'hui, on parlera d'autre chose. Nous avons tous nos idées reçues sur l'expérience d'être maman ou papa. Mais est-ce qu'elles sont toutes vérifiées? Les expériences sont-elles identiques? On a parfois tendance à sous-estimer tous les efforts de ces super mamans. Vous l'avez sans doute compris, on parlera aujourd'hui de l'expérience d'être une maman. Oumou, bonjour. Bonjour Islaman. Comment vas-tu? Moi ça va. Mais je demande seulement, je suis dans quelle catégorie? Les jeunes, les moins jeunes ou les très âgés? On va te laisser prendre ta propre catégorie. D'accord. Et la chaleur? Hey, c'est Canadi. Alhamdulillah. Alors, Oui, dis-moi Islaman. c'est quoi être maman? Être maman. Je vais décevoir beaucoup de gens. Mais être maman, c'est le métier le plus dur au monde. Ah ouais? Mais quand je dis dur, c'est dur avec beaucoup de U et de R à la fin. Être maman, de ce que j'en sais, parce que moi j'ai la chance d'être la maman d'une adorable princesse de 5 ans, c'est que être maman, c'est beaucoup d'investissement. Je ne parle pas d'investissement financier, hein, mais investir de sa personne, investir de son temps, investir de sa santé. Être maman, c'est beaucoup de sacrifices, mais être maman aussi, parce que heureusement que dans la vie, il y a un équilibre. Être maman, c'est aussi beaucoup de bonheur. Donc moi, je n'idéalise pas le rôle ou bien la place des mamans, mais non plus, je n'en fais pas un tableau tout noir. Donc c'est vraiment très équilibré selon le sens qu'on choisit de prendre. Mais ça veut dire tout de même que c'est une grande responsabilité. Énormément. C'est une très grande responsabilité. Être maman, c'est renoncer à avoir des nuits complètes. C'est avoir mal quand ton enfant a mal. C'est pleurer parce que tu es impuissant ou impuissante en tout cas à soulager ton enfant. C'est pleurer en amenant ton enfant à l'école parce que tu te demandes, nous par exemple qui travaillons, tu te demandes pourquoi je l'amène si petit à l'école. Il peut rester à la maison ou elle peut rester à la maison. Pourquoi? Est-ce que c'est la meilleure vie? Est-ce que je fais les meilleurs choix? Donc c'est très difficile psychologiquement d'être une maman. Donc il vous arrive de remettre un peu en question vos choix? Tout le temps, tous les jours que Dieu fait. Chaque jour que je dors et que je me réveille. Il y a des nouveaux dossiers? Il y a de nouveaux dossiers. Le dossier de pourquoi? Est-ce que je ne suis pas en train de la fatiguer? Est-ce que j'avoue que par exemple pour ce qui concerne l'école, je me pose souvent la question, je me dis, mais est-ce que l'école c'est le bon choix? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement leur prendre des cours à domicile ou enfin trouver une formule où ils n'ont pas besoin, les pauvres, de se réveiller si tôt à l'aube en même temps que leurs parents pour partir comme si, bon, c'est vrai qu'ils vont gagner leur vie parce que ça les prépare à l'avenir, mais chaque jour je me pose la question. Alors on va revenir un peu en arrière. Oui. Les premières heures de l'accouchement, Oui. c'est toujours difficile, surtout pour une toute nouvelle maman. Tout à fait. Elle va être lancée dans l'inconnu. C'était comment? Je me rappelle que, et je le dis avec beaucoup d'émotion, la seule chose que j'ai pu faire quand j'ai tenu ma fille dans mes bras, c'était de remercier Dieu parce que bon, voilà, j'ai une très grande foi et c'était de remercier Dieu
et de me demander est-ce que je serais capable. Parce que c'est une chose de voir son ventre s'arrondir, etc. Et tout, mais c'est une chose d'avoir son enfant dans ses bras. La responsabilité que ça induit, que ça engendre. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Et surtout, est-ce que j'aurai une vie assez longue pour pouvoir la voir grandir, pour pouvoir l'accompagner, lui inculquer des valeurs? Parce qu'on a toujours l'impression que, à part nous, personne ne pourra éduquer notre enfant. Et donc après avoir remercié Dieu, j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. J'ai pleuré en la tenant dans mes bras. Je pense que c'est là. La pauvre, elle a dû se dire qu'elle a déjà une mère étouffante. Et je confirme, je suis une mère étouffante jusqu'aujourd'hui. Après l'accouchement, souvent, beaucoup de mamans se retrouvent submergées, se disent mais comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est difficile, je ne me retrouve plus. Oui. Ça a été ton cas ou pas? Ça a été mon cas parce que j'ai accouché loin de ma mère. Ma mère ne vit plus au Niger depuis un bon nombre d'années. Moi, j'ai fait le choix de revenir vivre au Niger et je me suis sentie seule. Il y a tous les gestes qu'on fait parce que moi, ce sont des gestes que... Il y a beaucoup d'émotions, je suis désolée, mais ce sont des gestes que je pratique sur les enfants de mes cousines, sœurs, etc. Mais c'était mon tour de recevoir ces gestes d'attention. Et ma mère n'était pas là pour me les donner. Je me suis sentie très très seule. Et je me suis demandé si je pouvais. Et bon, évidemment, à la première occasion, j'ai pris l'avion et je suis partie retrouver ma mère pour qu'elle m'aide, pour qu'elle m'assiste. Mais j'étais perdue parce que voilà, ça ne s'apprend pas dans les livres. Est-ce qu'après cette première expérience d'être mère, tu t'es dit, mais c'est vraiment nos mamans, nos parents sont passés par là avec nous? Oui. Oui, et moi je me rappelle déjà avant d'accoucher, j'ai écrit une longue lettre à ma mère où je lui demandais pardon pour tous les manquements, pour tout ce que j'avais pu lui causer comme chagrin, moi enfant, moi adulte, etc. Et en ayant accouché, je lui ai fait, si on veut, l'épisode 2 de la lettre, en la remerciant d'avoir fait de moi la personne que je suis devenue. Et en lui disant que je m'excuse, je lui demande pardon de ne pas donner à ma fille son nom, donc que ma fille ne soit pas l'homonyme de ma mère, parce que c'était une responsabilité beaucoup trop grande pour moi. Déjà, je dois honorer ma mère, pas pour des raisons religieuses seulement, mais pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et de voir ma fille et de porter ce double honneur pour elle, ça aurait été trop difficile pour moi. Je n'en aurais pas eu la force. Alors, avant d'être mère, Oui. qu'est-ce que tu te disais? Je ferais ça, ceci, je ferais cela avant d'être mère. Tu te disais quoi? En vérité, Islamane, ce que très très peu de gens savent, c'est que de base, je n'ai jamais voulu être mère. Ah oui? Je disais toujours que mes frères, sœurs, cousins, cousines feraient assez d'enfants pour que je puisse m'en occuper. Mais religieusement, ce n'était pas permis quand même. Religieusement, oui, ce n'était pas permis, mais bon, ça, ce sont des choix. Après, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, parce que voilà, ça montre qu'il y a ce qu'on veut, mais il y a ce que Dieu veut aussi. Bon, ça, c'est peut-être le terrain religieux, je ne sais pas si on doit en parler aujourd'hui, on en parlera peut-être une autre fois, mais je ne voulais pas. Et quand je me suis mariée, de base, c'était oui, bon, est-ce que, et puis je me suis dit, bon, écoute, tu voulais faire comme les Blancs? Comme on dit, voilà, je ne voulais pas faire comme les Blancs, mais je pense que c'était surtout que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Parce que je voyais beaucoup, moi je suis une tante fantastique, hein, et c'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs le choix d'épouser quelqu'un qui avait déjà des enfants, en me disant que bon, ayant déjà des enfants, il ne m'embêtera pas, il fait des enfants, etc. Parce que nous, chez nous, quand il y a certains comportements que tu vas les faire, On dit Anna-Sara, non. Tu vas faire la blanche. Oui, même là, même en famille, il y a certains qui me disent Anna-Sara, qui me surnomment comme ça Anna-Sara. Tu l'assumes? J'assume surtout l'incompréhension des gens.
Parce que je me dis qu'on ne peut pas tous être pareils, on ne peut pas tous penser la même chose. Je suis peut-être contre cette uniformité de la pensée, donc ça fait que même si c'est vexant, je l'assume parce que je me dis que ce sont des gens qui n'ont peut-être pas le même recul que moi sur certaines situations, qui n'ont pas la même vision que moi de certaines choses. Donc je ne peux pas leur en vouloir pour ça, mais ça reste quelque chose de vexant. Mais bon, et ce ne sont pas des questions de féminisme, etc., qui font que machin. Mais je ne me trouvais pas assez forte pour être mère. Être tata, c'est fantastique, hein, parce que c'est toi qui amènes les enfants jouer. Tu n'as que le côté positif de la chose, en fait. Mais les nuits sans sommeil, tu ne les as pas. Parce que toi, tu déposes les enfants, tu es la babysitter, après, tu retournes. Et puis, je voulais voir le monde, je voulais voyager, je voulais ci, je voulais ça. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui. Tu voyais que la partie positive d'être une maman quand tu étais tata. Oui, je n'avais que le côté oui, positif. Mais ça aurait pu aussi t'encourager, te dire, oui, je veux être maman parce que... Non, pourquoi? Parce que ma première année au Niger, j'ai habité chez ma sœur quand elle a eu son fils aîné et je m'en occupais beaucoup. Et c'était pénible. Le premier voyage de l'enfant, c'est moi qui l'ai amené. Ses vaccinations, c'est moi qui l'emmenais. Quitter le pays, c'est moi qui l'ai emmené la première fois. C'est moi. Et j'adore mon neveu, mais c'était difficile. Parce que voilà, il pleure la nuit. Je sais que les enfants pleurent la nuit, évidemment. Je n'ai pas attendu que ma soeur ait un enfant pour ça. Mais le fait de troubler mon sommeil, le fait d'avoir en fait à penser que je ne suis pas seule, mais j'ai quelqu'un de fragile qui compte sur moi, qui a besoin de moi. C'était une responsabilité qui me faisait peur. C'était une responsabilité qui me faisait très peur. Alors, maintenant aujourd'hui que tu es maman. Mais je suis la meilleure maman du monde, je t'interromps déjà. Hein. Maintenant, je suis la meilleure maman du monde. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es devenue la maman que tu aurais voulu être? Je suis aujourd'hui mieux que la maman que j'aurais voulu être. Et quelle était cette maman que tu aurais voulu être? Moi, j'ai voulu être une maman complice, une maman qui n'a pas besoin, si on veut, de manipuler la chicotte pour parler machin. J'ai toujours voulu être une maman qui communique parce que ce soit avec mes parents, les amis, etc., les amoureux, la communication était primordiale pour moi dans tout. Et aujourd'hui, avec ma fille, on communique beaucoup. Et c'est ce genre de maman que j'aurais voulu être, une maman qui n'a pas de tabou. Parce que je dis toujours que on n'a pas de tabou, hein, on n'a pas besoin de tabou. On peut parler d'extrêmement tout, mais ça dépend de comment on le dit. Et quelle est la différence entre la maman que tu aurais voulu être et la maman d'aujourd'hui que tu es devenue? La maman d'aujourd'hui, c'est la maman dont la fille de 5 ans dit « Ne t'inquiète pas, je suis là ». Et pour moi, c'est moi qui aurais eu à dire tout le temps « Ne t'inquiète pas, ma fille, ne t'inquiète pas, je suis là ». Mais aujourd'hui, c'est elle qui me dit ça. C'est elle qui me dit « Maman, ne t'inquiète pas, je suis là ». Et toi, tu étais quel genre d'enfant? Quel genre d'enfant? J'étais un enfant compliqué. Compliqué au sens où j'étais un enfant sauvage. Sauvage au sens où il y a peut-être ce côté insaisissable où je n'aimais pas trop les gens. Et ça continue d'ailleurs, hein, si je peux dire ça comme ça. Je sais que ceux qui vont écouter ne vont pas toujours comprendre le côté « je n'aime pas les gens ». Je ne comprends pas. J'étais une personne qui ne sociabilisait pas beaucoup avec les gens. Donc j'étais dans mes livres, dans Jules Verne justement, j'étais dans toute ma littérature, dans mes rêves, ce qui fait que je n'avais pas beaucoup d'amis. Et je n'en ai toujours pas beaucoup d'ailleurs, j'ai des fréquentations mais pas des amis. Et mes amis, ce sont des amis de 30 ans aujourd'hui, les vrais en tout cas. Et du coup, j'étais un enfant qui était capable malheureusement de dire aux gens, aux invités de la maison, parlez moins fort parce que je suis en train de lire. J'étais cet enfant-là qui disait aux gens, quand est-ce que vous partez chez vous parce que j'ai besoin de respirer. Donc de ce côté-là, c'est pour ça que je dis que j'étais un enfant difficile. En prenant de l'âge, peut-être que je me suis un peu plus ouverte aux gens, mais je conserve malheureusement aussi encore ce côté où j'ai besoin de mon petit espace et tout, et de ma petite bulle. Et par exemple, maintenant que je suis maman, c'est une bulle que je crée avec ma fille. Ce sont nos moments privilégiés. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui que tu es devenue maman, il t'arrive des moments où tu te dis
maintenant que je suis devenue maman, je comprends mieux certaines décisions de mes parents quand Oui. j'étais enfant. Oui. Oui, je me le dis tout le temps. Il y a des décisions que je comprends mieux et il y a d'autres que je comprends mais auxquelles je n'adhère pas. Des décisions que mes parents prenaient que je comprends mais auxquelles je n'adhère pas. Je n'adhère toujours pas, mais oui, je comprends mieux beaucoup de choses. Je comprends mieux par exemple la notion de manger ensemble tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand tout ce que je mange par exemple, sans ma fille, j'ai l'impression de lui voler sa part. Il y a des notions de solidarité qu'ils m'ont enseignées parce que moi, je le dis à tout le monde. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont des formateurs, donc qui sont dans la transmission de valeurs. Et il y a beaucoup de choses qu'ils m'apprenaient. Je n'adhérais pas ou je ne voulais pas, mais maintenant, ouais. Tu comprends? Oui, maintenant, je comprends. Et je trie dans ça ce que je veux donner comme, à ma fille, comme décision, comme valeur, et je trie ce que je ne veux pas. Aujourd'hui, avec le recul, tu comprends certains sacrifices de tes parents? Oui, je comprends beaucoup de sacrifices de mes parents. Hein. Je comprends beaucoup de sacrifices. Moi, je me rappelle qu'on vivait en Afrique centrale. Déjà, on ne pouvait pas avoir, du fait de leur profession, etc., on ne pouvait pas avoir beaucoup de contact avec certaines populations, malheureusement. Et on venait en vacances 1 an sur 2. Et parfois, je me rappelle quand on réclamait et tout ça, c'était compliqué. On ne comprenait pas que parfois les parents ne puissent pas tous nous emmener. On ne comprenait pas que je parle pour moi, pour mes frères, etc. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Et aujourd'hui que je suis parent, je les comprends. Il y a beaucoup de choses qui sont liées aussi au coût de la vie, donc que je comprends mieux. Et je me rends compte Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est moi qui passe à la caisse. C'est moi qui passe à la caisse. Et quand tu as un enfant du Niger comme moi qui me dit mais tu travailles pour qui si c'est pas pour moi? Ah oui? C'est ce qu'elle me sort. Elle me dit mais quand je lui dis écoute non pas maintenant ou bien quand j'aurai de l'argent, elle me dit oui mais tu travailles pour qui si c'est pas pour moi? Donc tu dois me faire plaisir. On dirait que les enfants d'aujourd'hui connaissent mieux leurs droits que nous, quoi, quand on était gamins. Oui, mais ils les connaissent mieux parce que ce sont les enfants de notre génération aussi. C'est nous qui leur avons appris ça. On s'est battu pour ça, on a crié pour ça et en vérité c'est notre époque. On est en train de mener ces combats-là. Donc quand on mène ces combats-là, ils nous voient les mener. Donc pour eux c'est déjà intégré. Nous on les a appris plus tard. À 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais eux, ils sont petits pendant qu'on mène ces combats-là, donc forcément, ils se les approprient et puis nous ressortent nos mots, c'est tout. Et puis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, je dois faire des activités parce que le sport rend les enfants plus forts. Je dis, qui t'a dit ça? Elle dit, c'est toi. Elle me dit, je dois faire ma caranta 1 fois, 2 fois par semaine parce que Dieu veut ci, Dieu veut ça et tout. Je dis, qui t'a appris ça? Elle dit, mais c'est toi qui me dis ça. Tu n'as pas le choix que d'assumer? Je n'ai pas d'autre choix que d'assumer ça. Et puis bon, quelque part, ça me rend fière. Ça me rend fière. Pourquoi? Ça me rend fière parce que je me rends compte que j'ai fait un enfant, ou en tout cas j'élève un enfant qui à son âge est beaucoup plus mature que moi. Je ne l'étais à son âge. Ma fille, elle a eu 5 ans il y a à peine 1 semaine. Donc que ma fille est plus mature que je ne l'étais à son âge. Elle est espiègle et surtout qu'elle a conscience. Elle a la conscience des choses. Elle a la conscience de sa place dans le monde. Elle a la conscience de la valeur qu'elle a. Pas seulement à mes yeux ou aux yeux de mon cœur, mais la valeur qu'elle a même dans la vie. Donc pour moi, ça, c'est une réussite. Je ne dis pas qu'elle est la plus parfaite des enfants, mais... Pour toi, elle peut l'être. Oui, pour moi, elle peut l'être. Voilà, bon, indépendamment de beaucoup de facteurs, oui. Pour un enfant, dans son cas, elle t'épate.
Oui, elle m'épate chaque jour, elle fait des choses, elle me dit des choses. Moi, dès que j'en ai l'occasion, je mets une petite anecdote la concernant sur un statut WhatsApp parce que je veux partager en fait ces choses-là. Parce que c'est un enfant qui a le sens du partage, c'est un enfant qui est positif, qui ne dit pas je ne peux pas faire ou je ne veux pas faire. Ou quand elle ne veut pas, elle t'explique pourquoi elle ne veut pas. Donc pour moi, oui, ça c'est une réussite. C'est pour ça que je disais tantôt que je suis la meilleure des mères, même si c'est pas vrai. Toutes les mamans sont meilleures, je pense. Oui, toutes les mamans sont meilleures parce que aucune mère consciemment en tout cas, ne veut du mal à son enfant ou pour son enfant. Alors, être mère, c'est pas que la joie, c'est pas que des sourires, c'est aussi certains moments où le moral est au plus bas. Quand ce genre de situation t'arrive, tu fais comment pour remonter la pente? Quand ce genre de situation arrive, je vais encore te ramener sur ce volet-là très spirituel où je m'en remets d'abord à Dieu. Je lui dis, tu as choisi, tu sais pourquoi tu me fais vivre ce moment-là. C'est difficile, mais je m'en sortirai parce que tu ne m'as pas faite créature faible. Et ensuite, après lui avoir confié son problème, parce que je pars du principe que dans la vie, je le répète encore, c'est une digression que je fais, dans la vie, il y a 3 problèmes, 3 catégories. Les problèmes qu'on peut régler nous-mêmes, les problèmes que les gens peuvent régler pour nous, et la 3e catégorie, ce sont les problèmes que Dieu peut régler. Donc, quand j'ai fini de confier, pour revenir à ce que je disais, quand j'ai fini de confier le problème à Dieu, le truc, il est simple. Maintenant, je vois comment le gérer. Je ne suis pas une personne qui naturellement s'attarde sur ses misères, sur ses galères et tout. Je cherche la solution, puisque le problème, il est là de toute façon. Donc, à ces moments-là, après avoir confié à Dieu, je réfléchis à comment je peux faire. Comment me sortir de ça. Après, ce sont des coups de barre, hein. Il y a des coups de blues plutôt. Et là, ce sont des trucs simples. Hein. Je peux regarder des photos des jours heureux, les photos de quand ça va, les photos de ma copine là, qui est enfant du Niger, ma fille, des photos de moi d'elle et moi en train de manger une glace, en train de défourir, ou bien les vocaux qu'elle envoie à ses grands-parents où elle les menace de ne plus être leur petite fille et tout. Donc j'écoute toutes ces choses-là et puis ça me C'est ta potesse en fait. Oh non, ça c'est la meilleure version de moi. C'est mieux, c'est mon double, mais vraiment vraiment la meilleure version de moi. Quelle est la différence entre elle et toi en termes de version? Elle c'est moi améliorée, tout simplement. C'est moi quand j'avais son âge. Parce qu'elle fait des choses que j'ai faites et quand je la regarde... Qu'elle fait mieux? Oui, elle les fait mieux, ou quand elle fait des espiègleries, elle les fait en pire. Et quand je dis, hey, je l'interpelle et tout, elle a son grand-père qui dit, tu sais, quand on voit ta fille, c'est toi qu'on voit. Elle ne fait rien que tu n'aies pas déjà fait et elle les fait en pire. Et le truc, c'est que on a même parfois les mêmes petites espiègleries qu'on fait. On dit, mais attends, tu l'as fait et puis elle fait exactement la même chose. Donc tu n'as pas le droit de parler? Je n'ai pas, ils me disent que je n'ai pas le droit de parler. Mais après, étant quand même, ce n'est pas parce que je prône une parentalité positive ou une éducation bienveillante que je suis très permissive. Maintenant, ça dépend. Je lui montre que ce n'est pas comme ça, c'est ceci, c'est cela. Donc, même si moi je l'ai fait, même si elle l'a fait, il y a des choses qu'elle ne doit pas refaire. Elle comprend? Et elle comprend, oui. Donc, elle comprend quand il faut être sérieux et quand tu peux tout te permettre. Oui. Quoi. Bon, après, évidemment, hein, les enfants, ils nous testent tous les jours. Hein. Donc, ce sont des petites batailles qu'on gagne au jour le jour. Parfois, je la laisse gagner pour qu'elle se sente, pour son ego. Mais souvent, voilà, je ne la laisse pas gagner parce qu'on apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Tout à fait. Les futures mamans, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Aux futures mamans, qu'est-ce que je peux dire? C'est juste faites de votre mieux. C'est tout. On n'apprend pas à être une bonne maman dans un livre. Il n'y a pas l'école des bonnes mamans. C'est juste faites de votre mieux et surtout suivez votre instinct. Est-ce qu'on a besoin d'une école de futures mamans?
Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais bon, on nous sert tellement de livres, de ceci, comment être une bonne mère, enfin, ce que j'appelle l'arnaque de notre siècle. Donc, comment être ceci, comment cela. Alors qu'en vérité, c'est quelque chose de très animal, hein, très instinctif. Être une mère, on a tout de suite les gestes. On sait tout de suite que ça va, on sait tout de suite que ça ne va pas. Donc, c'est juste faites de votre mieux et ne stressez pas. Mais quelque part, aujourd'hui, les nouvelles technologies nous aident. Oui. Quand on a un souci ou quand on veut savoir comment ça se passe et tout, on va directement sur Internet. On va sur Internet, mais c'est beaucoup de choses. Moi, je ne t'apprends rien parce que tu es du domaine, je suis du domaine. Les fausses informations. Moi, je me rappelle que je suis allée sur Internet après mon accouchement. Je suis partie, je sentais quelques difficultés et tout. Je suis partie sur Internet voir quelque chose et puis ça me sort une explication de cancer, ceci, cela, patati, patata. Ça t'a fait flipper? Mais ça m'a fait flipper. Et je me rappelle que le papa de ma princesse qui me disait, c'est pas toi qui t'a envoyé. Tu as dit que tu aimes Google, non? Va voir maintenant. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Donc, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que des bonnes informations. Il n'y a pas que de bonnes informations. Et puis, il faut savoir que quand on part, en vérité, c'est aussi avec l'ouverture d'esprit qu'on a. Ou bien, il y a des gens qui sont très crédules. Donc, une nouvelle maman va voir, ok, je pars sur Internet pour regarder, ou bien sur WhatsApp, on va lui dire, il faut faire ci, il faut faire ça, patati patata, alors que l'enfant est juste en train de faire sa dentition. C'est tout. Mais elle va intoxiquer son enfant de toutes les poudres, tous les ceci possibles, parce que, j'ai vu sur Internet que, ou bien ci, ou bien ça. C'est là où les grands-parents sont utiles. Et c'est là où ils sont utiles quand on les a avec soi. Et quand on ne les a pas, on fait comment? Je te renvoie à la question. Quand on n'a pas les grands-parents de l'enfant avec soi, on souffre. On souffre de solitude, on souffre de rejet, on souffre de douleur, on souffre de beaucoup de choses. Et surtout pour une première grossesse. Surtout pour une première grossesse. Moi, Dieu m'a béni d'un seul enfant pour le moment. Donc, je ne peux parler que de cette expérience-là. Et c'est difficile quand tu peux être entouré, mais il y a beaucoup de barrières qui font que tu ne peux pas parler ou tu n'es pas comprise dans ce que tu veux. Ou tu ne peux pas tout dire. Ou tu ne peux pas tout dire. Parce que, comme je dis, je suis très bavarde, mais je sélectionne ce que je dis et à qui je le dis. Et tu as fait comment en fait? Comment j'ai fait je faisais des appels vidéo à ma mère. Peu importe l'heure, alors qu'on vit en décalage horaire, mais je l'appelais Hajia, Yane. Pour ça, on fait comment? Yane Kotenchi. Ah, Yane Wajanki même. Je dis, on fait comment, ma fille? Et ma mère, ça me fait rire aujourd'hui, mais ma mère ne m'a pas été d'une grande aide. Hein. Je pense que ce sont des comptes qu'on va devoir régler, elle et moi d'ailleurs. Elle me disait, oui, mais hey, moi, ça fait 30 ans que je n'ai plus d'enfant, là, je n'ai plus de bébé, moi, je ne sais pas. Faut voir le médecin, débrouille-toi, ou bien appelle une de tes tantes là. Mais cette tante qu'elle me demandait d'appeler, elle et moi, on n'a pas ce genre de dialogue là. Donc je fais comment? Donc j'étais la meilleure amie du pédiatre de ma fille qui finalement me disait, Hajia, ne t'inquiète pas, hein, les enfants, ils sont plus forts que nous. Tu vas voir, tu observes les signes. Maintenant, si ça ne va pas, tu reviens. Mais ne prends pas l'habitude de bourrer ton enfant de médicaments parce que si, parce que ça. Et du coup... C'est pareil aussi pour le pédiatre de mon enfant. Voilà. Au début, on ne comprenait pas. Je disais, mais lui là, on va en consultation, l'enfant ne se sent pas bien, il ne lui donne pas de médicaments. Ça nous faisait bizarre. Après, on a compris que, en fait, il ne voulait pas habituer l'enfant à prendre tout le temps des médicaments. Exactement. Peut-être qu'il voudrait que aussi le corps de l'enfant s'immunise, fasse ses défenses. Par exemple, moi, je disais, oui, ma fille ne mange pas. Elle me dit, écoute, l'enfant, c'est un être humain, c'est un être vivant. Et un être vivant ne se laisse pas mourir de faim. Donc c'est une passe parce qu'elle fait ses dents, elle fait ci, elle fait ça. Donc voilà, ça va, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est elle-même qui te rassure? Oui, aujourd'hui c'est elle qui me rassure. Ce n'est pas un enfant maladif, c'est un enfant
pardon, je ne fais pas la promotion de l'allaitement maternel exclusif et tout, mais le fait est que... Tu devais le faire si tu l'as fait. Voilà, c'est un enfant, je l'ai fait, c'est un enfant qui aujourd'hui, moi je dis aux gens, je ne connais pas le prix de la boîte, de toutes les boîtes de céréales pour enfants, parce que ma fille n'en a jamais pris. J'ai écouté le médecin, j'ai laissé son corps faire son travail tout seul. Aujourd'hui, voilà, si elle a des petites maladies, ce sont quoi? C'est peut-être un petit, voilà, c'est dû à la poussée dentaire, c'est dû à je sais pas, une allergie, mais c'est tout. Elle ne me fait pas des maladies bizarres parce que voilà. Tu veux prendre ton thé, vas-y. Non, pardon. C'est la fada, non? On boit du thé. Fada santé, tu sais ce que c'est? Fada? Celle où on boit du thé et puis celle où on parle des choses de la vie. Mais... C'est l'école de la vie. Ok, mais c'est pas de la fada des méchants, non? Je sais à qui tu fais un clin d'œil, mais ça peut être les méchants, hein, ou je suis dans le gang des méchants. Mais moi, je ne suis pas le méchant quand même. Bon. Moi, je ne suis pas un méchant. Donc, tu connais Aïcha? Si c'est Aïcha qui fait les magnifiques et délicieux délices, redondance, oui, je la connais, ma petite sœur Aïcha. J'en profite pour dire à la ville, au monde, à la galaxie que ma sœur me doit des gâteaux que je n'ai toujours pas reçus. Aïcha, si tu écoutes ça, il est temps pour toi de faire ce fameux de livrer gâteau. Sa grande sœur. Sinon, Hubert Bagarre. Mais c'est elle-même Hubert Bagarre, donc tu tu sais, il y a des gens qui sont broyés par leur propre système. Voilà, donc en fait Aïcha, elle a fait récemment un tweet que je voudrais te lire et tu me diras ce que tu en penses. Alors, je lis. Elle a écrit: faire des enfants, c'est pas censé être juste une histoire d'envie. De faire comme les autres ou de ils sont mignons. C'est une énorme responsabilité. Ils comptent sur vous pour prendre soin d'eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les protéger, pour leur donner une bonne éducation et beaucoup d'amour. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord sur tous les points. Sur tous les points de son tweet. Il y a quelque chose, faire comme les autres. Parce que moi, je constate avec beaucoup de tristesse qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de stresser pour faire des enfants. Elles en ont déjà, mais pour faire comme l'autre. Parce que j'ai une coépouse qui a accouché cette année, il faut que moi aussi j'accouche. Donc on se retrouve avec les deux femmes qui accouchent à 2 semaines d'intervalle. Oui, on a, comment on dit ça? Celle-là, pour son baptême, les gens lui ont donné beaucoup de kambouza. Donc moi aussi, je vais accoucher comme ça, j'aurai des kambouza. Il y en a même qui ont des cahiers. Elles ont des cahiers de dettes de kambouza. Là. À mon baptême, au baptême de mon enfant, plutôt, on a donné ci, on a donné ça. Donc moi aussi... Oumou m'a donné 1000 francs, je ne vais pas le dépasser. Je ne dépasse pas 1000 francs. Oumou ne m'a pas donné, je ne vais pas lui donner aussi. Voilà. Et donc, les gens, c'est comme le mariage en fait. Les gens, ils voient juste la cérémonie du mariage. Ils ne voient pas que le mariage, c'est l'après. La naissance d'un enfant, la venue d'un enfant dans un foyer, ils voient le moment du baptême, la fête. Mais ils ne voient pas l'après, l'éducation, le temps que ça prend. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais pour beaucoup de gens, malheureusement, et même des gens avec un certain niveau intellectuel, on se rend compte que c'est ça. Ah, le jour de mon baptême, ce que je vais faire, c'est du jamais vu. C'est de bissap par-ci. Mais ils ne voient pas la responsabilité que c'est d'emmener quelqu'un sur terre. On te dira, oui, mais la bouche que le Créateur fend, il la nourrit. Mais non, il faut être en mesure d'assurer un minimum à ces enfants-là. Tout à fait. Donc ça ne sert à rien de faire 15 enfants en comptant sur les gens pour les nourrir. Ça commence par ceux qui n'ont pas de quoi payer le mouton du baptême, pour ceux de confession musulmane en tout cas, de quoi payer le mouton du baptême et qui comptent sur quelqu'un qui disent que bon, le jour du baptême, voilà. Exactement. Donc c'est beaucoup d'amour. Faire des enfants, c'est beaucoup de responsabilité. Trop. C'est d'énormes responsabilités. Et l'amour, ce n'est pas juste assurer à manger à l'enfant. Hein. Mais on est d'accord que pour le cas de Aïcha, c'est après quelque chose. Quelque chose s'est passé dans la maison. Non, pour Aïcha, je sais. Apparemment, mes enfants, parce que les enfants de Aïcha étant les enfants du Niger sont aussi mes enfants, parce que tu sais que je suis la maman des enfants du Niger. Je sais ce qu'ils ont fait comme bêtise. Apparemment, je te fais un loti là que le peuple doit savoir. Ma sœur a acheté une moquette en soie.
Tu as vu ça, hein? Avec beaucoup de soie dedans en tout cas. Et les enfants ont mis du chewing-gum sur la moquette. C'est chaud. Dégâts. C'est fini pour la moquette. C'est fini pour la moquette et puis je pense que ça coïncidait avec son anniversaire de mariage. Donc, tu vois, une moquette avec du chewing-gum alors que toi, c'était... Bon, on va envoyer la facture à monsieur. Monsieur va rembourser. Bon, il va payer pour les enfants, mais bon... Quand même, les enfants du Niger aussi, hein, ils gâtent les plans de la maman. Je pense que c'est une façon pour elle de dire ils ont fait des dégâts, mais je les aime quand même. Oui, c'est ça. Et puis tu sais, moi-même, c'est quand même là, je suis très mitigée quand on dit je t'aime quand même. C'est vrai que ça a la valeur de malgré tout, de ceci, cela, mais ça reste, pour moi, ça atténue beaucoup de choses, c'est-à-dire quand même. Ça casse les douleurs. Voilà, c'est ça. Pour finir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour finir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que être maman, ce n'est pas le glamour qu'on voit à la télé, dans les novellas où tu es assorti à ton enfant, les mêmes robes, les mêmes machins, tout ça. Non, être parent, ça c'est peut-être la coquetterie qui vient après. Mais être parent, c'est un peu comme dit le tweet de ma petite sœur Aïcha. C'est des responsabilités d'abord, des responsabilités envers l'enfant, des responsabilités envers la société et des responsabilités envers notre créateur. Donc, parce que c'est un dépôt, un enfant est toujours un dépôt. Voilà. Oumou, merci beaucoup. Mais bon, on sert le thé là. On sert le thé avant de clôturer. Oui, et puis merci Anne d'avoir été, de m'avoir retrouvé pour ce premier numéro. On est à la fin de notre premier numéro de Zantier qui est consacré au rôle de maman. On se dit à la prochaine fois pour d'autres invités, d'autres sujets, d'autres fadas et d'autres verres de thé. Au revoir. Surtout le thé. Voilà. Au revoir. Bye bye. Zantier.